Que se passe-t-il lorsqu'un gang bâti sur la peur se réveille dans un monde qui ne le craint plus? Les rebelles australiens régnaient autrefois sur les rues, moteurs vrombissants, menaces silencieuses et portes de repères sans serrure. Le pouvoir se mesurait par la présence, la loyauté, par le sang. Puis les caméras se sont multipliées, les lois se sont durcies et Internet a tout enregistré. Voici l'histoire de la façon dont l'intimidation a perdu de son efficacité, dont le secret s'est effondré sous le poids des captures d'écran et dont un empire de la rue ne s'est pas écroulé dans les flammes, mais s'est éteint, pixel par pixel. Rebels MC, quand la peur suffisait. Au début des années 2000, le club de motards des Rebels n'avait besoin ni de slogan, ni de presse, ni d'explications. Leur pouvoir résidait dans le silence. Une rangée de motards arborant leurs insignes devant un pub pouvait le vider plus vite que les sirènes de police. Les commerçants savaient quel soir fermer plus tôt. Les rivaux savaient quand détourner le regard. Pendant des années, les Rebels MC ont dominé une grande partie du paysage motard australien, non pas grâce à leur nombre, mais grâce à leur imprévisibilité. La peur comblait les lacunes des règles. L'ascension du club reposait sur la visibilité. Les moteurs bruyants, les virées publiques et les apparitions provocatrices n'étaient pas le fruit du hasard. C'étaient des messages. Chaque sortie renforçait leur contrôle territorial. Chaque confrontation publique rappelait à tous que les rebelles ne se cachaient pas. À une époque où les forces de l'ordre privilégiaient une approche réactive, les rebelles exploitaient le délai. Le temps que les mandats soient signés, les réunions étaient terminées et les pistes refroidies. Ce rythme permettait au club d'opérer au vu et au su de tous tout en restant intouchable. Les preuves numériques ont tout changé. Les téléphones ont transformé les Tapwise, membres en enregistreurs ambulants. Les publications sur les réseaux sociaux, autrefois utilisées pour intimider les rivaux, sont devenues des horodatages et des géolocalisations. Les messages destinés à coordonner les trajets étaient rejoués devant les tribunaux. Les applications cryptées ont ralenti les enquêtes, sans toutefois les arrêter. Un seul téléphone saisi pouvait anéantir des années d'activité. Le club, qui prospérait grâce à la loyauté, a commencé à perdre des informateurs, non par trahison, mais par nécessité de survie. La perception du public a également évolué. Les médias ont cessé de mythifier la culture motarde et ont commencé à documenter ses conséquences. Les saisies de biens ont remplacé les descentes spectaculaires comme véritables sanctions. Les locaux du club ont été cadenassés, vendus ou démolis. L'image de la liberté sur deux roues a laissé place aux portraits robots et aux avis de faillite. Les jeunes recrues se sont tournés vers d'autres horizons, attirés par l'argent facile en ligne et des identités qui n'impliquaient pas de peine de prison. Des fractures internes ont suivi les pressions extérieures. Alors que les cadres supérieurs risquaient de lourdes peines, le leadership est devenu instable. Les décisions ont été plus lentes. La confiance s'est érodée. Les sections étaient en désaccord sur la gestion des risques. Certaines souhaitaient se retirer et disparaître. D'autres ont persisté dans leur erreur, s'accrochant à des règles obsolètes. L'unité qui caractérisait autrefois les rebelles MC s'est fragmentée en stratégies de survie concurrentes, chacune affaiblissant le groupe. Ce qui a finalement brisé le charme, c'est l'inévitabilité. Les rebelles n'ont perdu aucune guerre. Ils ont perdu l'environnement qui faisait leur puissance. Un monde de caméras, de bases de données et de mémoire numérique n'oublie pas l'intimidation. Il la conserve. Dans ce monde, la peur est éphémère, mais les preuves sont permanentes. Le club de motards des rebelles est devenu un exemple frappant de la façon dont une domination fondée sur la présence s'effondre lorsque cette présence devient traçable. Ce ne fut pas une fin spectaculaire, pas d'affrontement final, pas de dernier voyage.
Juste une lente érosion, des membres vieillissant, des sections se réduisant comme peau de chagrin, une influence qui se dissout. Les rebelles n'ont pas disparu du jour au lendemain. Ils se sont estompés, leur influence glissant des coins de rue aux archives, prouvant que le pouvoir dépendant de la peur survit rarement au moment où la peur cesse d'agir. Comancheros, MC, de la fraternité à la responsabilité, l'ascension du club de motards. Comancheros reposait sur une idée plus puissante que la peur, la fraternité. Là où d'autres clubs misaient uniquement sur l'intimidation, les Comancheros vendaient une identité. Leur écusson promettait unité, discipline et un code exigeant une loyauté absolue. Pendant des années, cette promesse a fonctionné. Les membres n'appartenaient pas seulement à un club. Ils appartenaient à un monde clos, où protection, revenus et statut étaient garantis, pourvu que les règles soient respectées sans discussion. Cette structure rendait les Comancheros redoutables. La hiérarchie était rigide. Les ordres descendaient et étaient exécutés. Les conflits étaient réglés en interne, souvent violemment, mais efficacement. La force du club résidait dans le contrôle, non dans le chaos. Pour les observateurs extérieurs, cela ressemblait à la stabilité. Pour les forces de l'ordre, c'était une organisation qui ne demandait qu'à être démantelée pièce par pièce. Plus la structure était rigide, plus il était facile de la démanteler une fois la pression accrue. La répression a transformé la loyauté en risque. Les lois anti-association de malfaiteurs signifiaient que les membres pouvaient être poursuivis simplement pour être ensemble. La surveillance financière a transformé les biens communs en dettes partagées. Un acte imprudent ne mettait plus en danger un seul membre, mais des sections entières. La fraternité, autrefois protectrice, est devenue un fardeau. Les jeunes membres se demandaient pourquoi ils devaient subir les conséquences de décisions qu'ils n'avaient pas prises. Les plus anciens supportaient mal le poids de cette surveillance constante. La technologie a accéléré ce changement. Les communications internes, qui renforçaient autrefois la coordination, créaient désormais des archives permanentes. Les messages censés renforcer la loyauté étaient ensuite analysés en justice pour prouver des complots. La même discipline qui exigeait des contrôles constants laissait également des traces numériques permanentes. Pour la première fois, le silence est devenu plus sûr que la solidarité. Les membres ont commencé à prendre leur distance. Non par peur des rivaux, mais par peur d'être associés. Le discours médiatique a radicalement changé. Autrefois présentés comme une élite organisée, les Comancheros sont devenus prévisibles et vulnérables. Chaque arrestation renforçait l'idée qu'appartenir au club augmentait les risques juridiques sans garantir de protection. Les procès ont révélé des conflits internes, des luttes de pouvoir et une mauvaise gestion financière. Le mythe de l'unité s'est fissuré aux yeux du public et lorsqu'une fraternité perd son aura, elle perd des recrues. La confiance interne s'est dégradée très rapidement. La loyauté repose sur la conviction que les sacrifices sont partagés. Dès l'apparition d'informateurs, même peu nombreux, la paranoïa s'est répandue. Les réunions se sont raccourcies. La participation a chuté. Les dirigeants ont renforcé leur contrôle, ce qui n'a fait qu'accroître l'incertitude. Les règles se sont multipliées. Les sanctions se sont intensifiées. Ce qui était autrefois une fraternité a commencé à ressembler à un état de surveillance, où les membres s'observaient mutuellement avec autant d'attention que la police. Le modèle financier s'est effondré discrètement. Les sources de revenus traditionnelles sont devenues risquées et peu rentables sous le feu des projecteurs. Les saisies de biens ont anéanti des années d'accumulation du jour au lendemain. Les frais juridiques ont épuisé les fonds du club plus vite qu'ils ne pouvaient être reconstitués. Sans argent fiable, la loyauté s'est encore affaiblie.
Une fraternité sans avantage n'est qu'une obligation, et l'obligation est fragile sous la pression. Bandidos MC. Quand l'expansion est devenue exposition. Pendant des années, le club de motards des Bandidos a considéré la croissance comme une question de survie. L'expansion était synonyme de force. De nouvelles sections signifiaient de nouveaux revenus, une influence accrue et de nouveaux remparts contre les rivaux. L'Australie est devenue un terrain fertile pour cette stratégie. Le territoire s'est étendu à travers les États. Les écussons se sont multipliés et la marque a acquis une renommée mondiale. Mais ce qui protégeait autrefois le club a fini par le rendre visible de tous côtés, transformant l'expansion en sa plus grande faiblesse. Le modèle des Bandidos reposait sur l'échelle. Le nombre important engendrait l'intimidation, et l'intimidation créait des opportunités. Les rassemblements publics étaient délibérément surdimensionnés. Les locaux du club étaient établis comme des points d'ancrage fixes, symboles de permanence. Cette approche fonctionnait à une époque où les forces de l'ordre peinaient à coordonner leurs actions entre les juridictions. Mais lorsque les agences ont commencé à partager des renseignements à l'échelle nationale, cette même présence qui projetait la puissance servait également de feuille de route. Plus l'organisation grandissait, plus il était facile de la tracer. La visibilité accrue a profondément modifié les tactiques de répression. Au lieu de cibler les individus, les autorités se sont attaquées aux infrastructures. Les locaux étaient surveillés, les liens financiers tracés et les déplacements consignés. L'expansion avait engendré une certaine uniformité, et cette uniformité une certaine prévisibilité. Les membres suivaient des itinéraires, des routines et des hiérarchies bien établies. Ce qui, en interne, semblait être de l'ordre, apparaissait en externe comme une structure, et toute structure est vulnérable à l'analyse. Les tensions internes ont succédé aux pressions externes. La croissance rapide a érodé la confiance. Les nouveaux membres ne partageaient ni le même passé, ni la même discipline que les anciens. Le processus de sélection s'est affaibli. La loyauté est devenue une évidence plutôt qu'un dû. Face à l'intensification de la pression policière, ce sont ces maillons faibles qui ont cédé en premier. Les informateurs sont apparus non par trahison, mais par désalignement. Certains ont rejoint le groupe par intérêt, non par obligation, et l'image se ternit rapidement sous la menace. La technologie a accéléré le délitement. Les discussions de groupe, censées coordonner les sections, ont créé des réseaux tentaculaires d'associations. Un message envoyé anodinement pouvait impliquer des dizaines de personnes. Les photos, censées symboliser l'unité, sont devenues des preuves de présence. La culture documentaire propre au club, cérémonie d'intronisation, sortie, rassemblement, a alimenté des bases de données de preuves. L'expansion a généré du contenu, et ce contenu est devenu un moyen de pression. L'exposition financière a été le tournant. Des opérations plus importantes exigeaient des flux financiers plus importants. Les mouvements de fonds sont devenus plus difficiles à dissimuler. Les saisies d'actifs et les gels d'avoirs inexpliqués ont perturbé les circuits de financement. Là où l'expansion diversifiait autrefois les risques, elle les concentrait désormais. Une seule saisie a eu des répercussions sur l'ensemble des sections, paralysant les opérations bien au-delà de la cible initiale. Les frais juridiques ont explosé, épuisant les fonds plus vite qu'ils ne pouvaient être reconstitués. La perception du public a évolué lorsque l'ampleur du mouvement a cessé d'inspirer la crainte. Les médias se sont davantage concentrés sur le nombre d'arrestations que sur celui des motards. Les procès ont révélé des problèmes de coordination et des conflits internes. L'image d'une force irrésistible s'est fragmentée, laissant place à des récits de mauvaise gestion et d'abus de pouvoir. Les recrues potentielles y voyaient un risque sans récompense. Les membres plus anciens constataient que leur loyauté n'était plus récompensée.
L'élan s'est essoufflé. La direction était confrontée à des choix impossibles. Se replier et perdre du terrain, ou aller de l'avant et s'exposer davantage. Chaque option avait des conséquences. Le repli était perçu comme un signe de faiblesse. L'expansion attirait l'attention. Les bandidos avaient là bâti leur identité sur la croissance, et sans elle, leur raison d'être s'est estompée. Les sections ont commencé à agir indépendamment, érodant la cohésion. Une structure décentralisée offrait une survie à court terme, mais un déclin à long terme. Hells Angels, MC, l'héritage piégé sous les projecteurs. Le club de motards des Hells Angels a débarqué en Australie avec un atout unique, la légende. Leur nom, forgé au fil des décennies par la mythologie, la violence et la fascination culturelle, jouissait d'une renommée mondiale. Cette réputation à elle seule leur ouvrait des portes et les réduisait au silence. Pendant des années, les sections australiennes ont profité de la peur qu'elles inspiraient. Elles n'avaient pas besoin de faire leurs preuves localement. La marque parlait d'elle-même, avant même que les moteurs ne démarrent. Leur héritage était leur bouclier. Les membres les plus anciens pensaient que l'histoire elle-même les protégeait. Les clubs rivaux hésitaient. Les entreprises se pliaient à leurs exigences. Même la police agissait avec prudence, sachant que chaque action contre les Hells Angels attirait l'attention. Cette visibilité était à double tranchant. Elle leur conférait un certain prestige, mais elle leur assurait aussi une attention constante. Contrairement aux clubs plus petits qui pouvaient tomber dans l'oubli, les Hells Angels n'ont jamais été autorisés à disparaître. Avec le temps, la légende s'est muée en exigence. Les membres se devaient de perpétuer une image forgée à une autre époque. Cette image exigeait une présence publique, des sorties imposantes et des démonstrations symboliques de force. Le silence était perçu comme une faiblesse, la retraite comme une trahison. Dans un contexte policier en pleine mutation, ce refus de se soumettre est devenu dangereux. Ce qui autrefois définissait la domination garantissait désormais d'être repéré. Les forces de l'ordre se sont adaptées à cette prévisibilité. La surveillance à long terme a remplacé la réaction. Les groupes de travail ont étudié les comportements plutôt que les personnalités. L'attachement des Hells Angels à la tradition a instauré des routines prévisibles. Les réunions suivaient des horaires fixes. Les locaux sont devenus des points d'observation fixes. La fierté du club pour sa constance a permis aux autorités de constituer des dossiers patiemment, sans précipitation. La technologie a sapé le mythe. Les médias ont cessé de romantiser l'écusson, préférant le contextualiser. Les documents judiciaires ont remplacé les légendes. Les arrestations étaient allées désormais rapporter, avec des chiffres financiers, les biens saisis et les peines prononcées. La mythologie qui attirait autrefois les recrues a commencé à les repousser. Les jeunes générations, élevées en ligne, percevaient l'héritage comme un fardeau. La célébrité n'était plus synonyme de pouvoir, mais d'exposition. Les conflits internes suivaient les lignes de génération. Les membres les plus anciens s'accrochaient à la tradition, persuadés que leur survie dépendait de leur immuabilité. Les plus jeunes se demandaient pourquoi la visibilité primait sur la longévité. Cette tension a ralenti la prise de décision. L'adaptation a stagné. Dans un monde qui valorisait la flexibilité, les Hells Angels ont renforcé leur identité, confondant endurance et stratégie. Les pressions financières ont accentué les tensions. Une forte notoriété impliquait des enquêtes médiatisées. Les biens liés au club étaient constamment scrutés. Les frais de défense juridique engloutissaient des ressources. Le coût du maintien de la légende est devenu supérieur à ses avantages. Là où le nom ouvrait autrefois des sources de revenus, il les fermait désormais. Les entreprises
évitaient toute association. Les transactions étaient plus lentes et plus risquées. Les projecteurs ne se sont jamais éteints. Chaque incident impliquant une section dans le monde rejaillissait sur les membres locaux. Les sections australiennes portaient le poids de la réputation mondiale sans aucune protection. Les actions entreprises ailleurs entraînaient des conséquences locales. Les Hells Angels n'étaient plus jugés individuellement ni par leur section, mais comme un organisme unique. Cette responsabilité collective amplifiait les risques. Avec le temps, le club s'est adapté, mais avec prudence. Sa visibilité a diminué sans jamais disparaître. Son influence s'est restreinte à certaines régions. Ses opérations sont devenues plus discrètes, mais son nom garantissait qu'il ne passerait jamais inaperçu. Les Hells Angels ne se sont pas effondrés comme des clubs moins connus. Leur déclin a été plus subtil, marqué par un repli plutôt que par une destruction. Ce qui a caractérisé leur chute, ce n'est pas l'échec, mais la stagnation. Un héritage trop lourd à abandonner, trop rigide à remodeler. À une époque où le pouvoir repose sur l'adaptabilité, les Hells Angels sont restés fidèles à une version d'eux-mêmes, forgée des décennies auparavant. Cette fidélité a préservé leur identité, mais au prix de leur influence. Finks EMC, fierté, exposition et coût du bruit. Le club de motards. Finks a bâti sa réputation d'une manière différente. Là où d'autres misaient sur l'héritage ou l'envergure, les Finks ont privilégié l'attitude. Couleur criarde, présence publique agressive, un rejet assumé de la subtilité. Le club a érigé la provocation en identité, transformant la confrontation en atout. Pendant des années, cette posture a fonctionné. La visibilité engendrait la peur, et la peur se traduisait par un espace pour opérer, recruter, s'étendre sans explication. Les Finks MC prospéraient grâce à leur visibilité. Leurs locaux étaient des déclarations, pas des repères. Les virées publiques étaient des démonstrations d'unité savamment orchestrées. L'attention médiatique n'était pas évitée. Elle était absorbée et réinterprétée comme une preuve de leur importance. Chaque titre, même négatif, renforçait l'idée que le club comptait. Dans une culture où l'intimidation reposait sur la réputation, le bruit est devenu pouvoir. Mais le bruit vieillit mal. Avec le passage d'une police réactive à une police de renseignement à long terme, la visibilité des Finks a cessé d'être intimidante et est devenue un avantage. La surveillance n'avait plus besoin d'infiltration puisque les membres se filmaient eux-mêmes. Les caméras n'avaient plus besoin de poursuivre les membres lorsque leur activité révélait d'elle-même leur emplacement. Cette même bravade qui autrefois symbolisait la force dissipait désormais l'incertitude, précisément ce dont la peur dépend. La pression juridique s'est accumulée lentement. Les lois anti-association de malfaiteurs ont fait de l'association elle-même un délit. Les rassemblements publics constituaient des preuves immédiates. Ce qui avait été autrefois des démonstrations symboliques de domination a été requalifié en défi délibéré à la loi. Les tribunaux n'y voyaient pas de la confiance, mais de la provocation. Chaque accusation renforçait l'idée que le club ne pouvait ou ne voulait pas s'adapter. Des conséquences internes ont suivi. La visibilité attire l'attention, mais aussi les soupçons de l'intérieur. Les membres ont commencé à remettre en question la stratégie. Le bruit était-il encore une protection ou une invitation? Les jeunes recrues, élevés à l'ère du numérique permanent, comprenaient que l'exposition médiatique laisse des traces indélébiles. Les anciennes règles, ne jamais parler, ne jamais enregistrer, ont perdu de leur pertinence lorsque l'image du club a parlé d'elle-même. Le traitement médiatique a accéléré le déclin. Les premiers reportages se sont focalisés sur le spectacle. Les reportages suivants se sont concentrés sur les résultats. Arrestation, condamnation, saisie de biens. Le récit est passé de la menace
au démantèlement méthodique. La peur repose sur l'imprévisibilité. Une fois les résultats prévisibles, la peur s'est affaiblie. Les entreprises ont cessé de réagir émotionnellement et ont commencé à coopérer de manière pragmatique. L'intimidation a perdu de son efficacité. Les difficultés financières ont révélé leur fragilité. La visibilité a découragé les organisations légitimes et attiré l'attention des autorités de régulation. Les liquidités se sont taries. Les frais juridiques ont épuisé les ressources. Sans revenus stables, la loyauté s'est effritée. Le coût d'être un Fink a commencé à dépasser les avantages. Le nombre de membres a stagné. Le recrutement a ralenti. La fierté ne pouvait remplacer le profit. La direction était confrontée à un dilemme. Se retirer était contraire à son identité. S'obstiner augmentait les risques. La culture du club s'était construite autour de la présence, non de la discrétion. Changer d'image était perçu comme une capitulation. Mais refuser de changer signifiait la disparition. Cette paralysie s'est avérée fatale. Tandis que d'autres clubs réduisaient discrètement leur visibilité, les Finks peinaient à se réorienter sans abandonner ce qui les rendait reconnaissables. Avec le temps, les sections se sont réduites. L'activité est devenue prudente, sélective. Le tumulte s'est atténué, mais la réputation a persisté suffisamment longtemps pour maintenir une forte pression. Le silence est arrivé trop tard pour effacer l'histoire. Les archives numériques ont conservé des années de résistance, prêtes à être ressorties au besoin. Le bruit ne disparaît pas, il résonne. Le déclin des Finks MC illustre une vérité simple. L'intimidation doit évoluer ou disparaître. Mongols MC importait le chaos dans un système contrôlé. Lorsque le club de motards Mongols est arrivé en Australie, il affichait une réputation forgée ailleurs, brute, provocatrice et d'une violence assumée. Contrairement aux clubs plus anciens qui avaient évolué parallèlement à la culture motarde australienne, les Mongols sont arrivés en tant qu'outsiders, avec quelque chose à prouver. Leur stratégie, la perturbation. Le choc remplaçait la subtilité, le conflit devenait leur marque de fabrique. Pendant un court laps de temps, cette volatilité a fonctionné, car l'imprévisibilité déstabilise les systèmes routiniers. Les Mongols ne cherchaient pas à se fondre dans la masse. Leur présence se voulait intrusive. Leurs apparitions publiques étaient délibérément provocatrices, signifiant un refus de respecter les hiérarchies établies. Cette posture antagoniste a rapidement attiré l'attention tant de leurs rivaux que des autorités. Mais l'attention était précisément le but recherché. L'identité du club se nourrissait de réactions. Chaque confrontation renforçait sa pertinence. Chaque riposte confirmait son impact. L'Australie, cependant, n'était pas une frontière ouverte. Le système de répression avait mûri grâce à des décennies de lutte contre les groupes de motards organisés. Les lois étaient déjà adaptées, les bases de données existantes et le partage de renseignements normalisés. Les Mongols s'aventuraient dans un système préparé à leur arrivée. Leur chaos n'a pas perturbé le système, il l'a au contraire stimulé. La réaction rapide a remplacé l'observation. Là où les clubs plus anciens bénéficiaient de la familiarité, les Mongols ont imposé un confinement immédiat. La cohésion interne est devenue un défi. Une expansion rapide sans ancrage profond a engendré une loyauté inégale. Les membres s'engageaient pour la confrontation, non par patience. La discipline s'en est trouvée affectée. Le silence stratégique s'est heurté à des comportements impulsifs. Chaque incident attirait l'attention non seulement des individus, mais de l'organisation entière. La réputation des Mongols garantissait qu'aucune action ne soit considérée comme isolée. Tout était interprété comme un schéma récurrent. La technologie a exacerbé les tensions. L'identité conflictuelle encourage la documentation.
Les incidents étaient filmés, partagés et archivés par les supporters comme par les détracteurs. Ce qui était censé intimider a, au contraire, créé des chronologies. Les forces de l'ordre n'avaient plus besoin d'infiltration lorsque les preuves circulaient publiquement. La gestion de l'image du club, autrefois un atout, est devenue une source d'auto-incrimination. Les rivalités ont accéléré le déclin. Les clubs établis avaient une vision à long terme. Ils pouvaient se permettre la retenue. Les Mongols, non. Les conflits ont épuisé les ressources et l'attention, détournant l'attention de la consolidation. Chaque affrontement justifiait une surveillance accrue. Le club s'est défini non plus par son territoire ou ses revenus, mais par les incidents. Son identité s'est réduite à un fardeau. La viabilité financière s'est avérée illusoire. Les comportements à haut risque ont compromis des revenus stables. Les saisies d'actifs sont intervenues prématurément. Les frais juridiques ont rapidement explosé. Faute de temps pour bâtir des structures de financières solides, les Mongols ont fonctionné en déficit permanent. Les membres ont été confrontés à une dure réalité. Une forte exposition pour des rendements décroissants. La loyauté s'est affaiblie lorsque le sacrifice n'a d'autres conséquences que l'examen minutieux. La direction a peiné à se réorienter. L'identité qui alimentait le recrutement entravait également l'adaptation. Réduire la confrontation risquait de rendre insignifiant. La maintenir garantissait l'application de la loi. Ce piège offrait peu d'issues. Les sections se sont réduites à mesure que la pression augmentait. Le recrutement a ralenti à mesure que les conséquences devenaient visibles. L'aura de danger a perdu de son attrait lorsqu'elle a été associée à la certitude de poursuites judiciaires. Le discours public s'est rapidement durci. Les médias ont fait l'impasse sur la construction du mythe pour se concentrer directement sur les résultats. Les arrestations ont remplacé les rumeurs. Les procédures judiciaires ont remplacé les spéculations. Les Mongols n'ont jamais bénéficié de la période de grâce dont les clubs plus anciens avaient profité. Ils ont été présentés au public comme un problème à résoudre. Finalement, le club de motards Mongols s'est heurté à un système qui punissait la précipitation. Leur modèle reposait sur un impact rapide, mais le contexte australien récompensait la patience et pénalisait la visibilité. Le chaos n'a pas réussi à déstabiliser des institutions conçues pour l'absorber. Le club ne s'est pas effondré uniquement de l'intérieur, il a été comprimé par un écosystème conçu pour limiter les perturbations. Gypsy Joker, MC, l'isolement à l'ère de l'intelligence. Pendant des décennies, le club de motards Gypsy Jokers a survécu grâce à son ancrage régional. Sa force ne résidait ni dans sa taille, ni dans sa notoriété internationale, mais dans son éloignement. Opérant principalement en Australie occidentale, le club tirait profit de sa situation géographique, de la cohésion de ses membres et d'une culture qui privilégiait la discrétion au spectacle. Ils ne recherchaient pas la notoriété. Ils évitaient toute expansion superflue. Longtemps, cette retenue les a protégés des pressions qui ont eu raison des organisations plus bruyantes. Le modèle des Gypsy Jokers reposait sur la familiarité. Les membres avaient souvent grandi ensemble, partageaient des histoires communes et se faisaient une confiance absolue. Cela limitait les fuites internes et minimisait les comportements imprudents. Les décisions étaient prises plus lentement, plus réfléchies. Les conflits étaient gérés discrètement. À une époque où de nombreux clubs confondaient visibilité et pouvoir, les Gypsy Jokers considéraient l'invisibilité comme une protection. La peur existait localement, renforcée par la réputation plutôt que par les performances. Mais l'isolement ne fonctionne que lorsque les systèmes sont fragmentés. Avec l'amélioration de la coordination des forces de l'ordre au niveau national, la distance régionale a cessé d'être un obstacle. Le partage de renseignements a effacé l'avantage géographique.
Les informations recueillies dans un état étaient instantanément diffusées dans un autre. La discrétion des Gypsy Jokers ne garantissait plus leur anonymat. Le silence était toujours de mise, mais il ne pouvait à lui seul contrer la collecte de données. Des incidents historiques ont ressurgi avec force. D'anciennes affaires ont été rouvertes grâce aux méthodes médico-légales modernes. Des témoignages autrefois jugés peu fiables ont été réexaminés. Des liens longtemps évoqués ont été officiellement documentés. Le passé du club, auparavant obscurci par le temps et la loyauté locale, est devenu une preuve. Ce qui avait été enfoui par la distance a refait surface grâce aux bases de données et aux nouvelles enquêtes. La technologie a érodé leur atout le plus précieux, la confiance. Les téléphones ont introduit l'incertitude, même au sein des cercles les plus proches. La communication cryptée offrait un réconfort temporaire, mais les appareils continuaient d'enregistrer des métadonnées. Des schémas se sont dégagés, les mouvements se sont alignés. La constance du club, jadis signe de discipline, a créé une prévisibilité. Or, la prévisibilité est exploitable lorsque l'observation est patiente. La couverture médiatique, bien que limitée, était ciblée. Elle s'est moins concentrée sur le spectacle que sur les crimes hérités du passé et leurs conséquences à long terme. Ce changement de perspective a dépouillé le club de son aura de mystère. Au lieu d'apparaître contrôlé et discipliné, il a été présenté comme les vestiges d'une époque révolue, luttant pour survivre dans un système transparent. Le jeune public y a vu de l'histoire, et non une opportunité. Le recrutement a considérablement ralenti. Dans un monde interconnecté, l'attrait d'un club régional fermé s'est estompé. Les membres potentiels pesaient le pour et le contre, entre loyauté et isolement, tradition et adaptabilité. Nombreux furent ceux qui choisirent de ne pas s'engager. Faute de sang neuf, les sections ont vieilli. Le vieillissement engendre la prudence, mais aussi la vulnérabilité. Problèmes de santé, difficultés financières et lassitude juridique ont réduit la capacité opérationnelle. La résilience financière s'est affaiblie insidieusement. Des opérations à plus petite échelle signifiaient moins de marge de manœuvre face aux perturbations. Les saisies d'actifs, même limitées, ont eu un impact plus important. Les frais juridiques ont absorbé les ressources communes. Sans diversification des revenus ni alliances extérieures, le redressement a été lent. Le rythme mesuré du club, autrefois un atout, retardait désormais la réaction aux pressions. La direction était confrontée à un dilemme propre aux organisations fondées sur la discrétion. S'étendre risquait de s'exposer. Rester petit risquait de perdre en influence. Les Gypsy Jokers avaient survécu en restant inchangés, mais les stratégies de survie perdent de leur efficacité face à l'évolution de l'environnement. Ce qui ressemblait jadis à de la sagesse a commencé à ressembler à de l'inertie. Le club ne s'est pas effondré. Il n'y a pas eu d'effondrement spectaculaire. Au contraire, son influence a diminué. Son territoire s'est restreint. Son activité est devenue prudente, frôlant la stagnation. Sa présence s'est estompée dans la conscience collective, non pas à cause d'une intensification de la peur, mais parce que sa pertinence a diminué. Le silence, autrefois rempart, est devenu signe de déclin. L'histoire des Gypsy Jokers, MC, n'est pas celle d'un échec téméraire, mais celle d'une expiration stratégique. Leur modèle était parfaitement adapté à un passé fragmenté et mal adapté à un présent interconnecté. Dans un monde où l'information circule librement et où l'histoire peut être réécrite à volonté, l'isolement est temporaire. Tôt ou tard, la distance s'estompe, les données s'accumulent et même les organisations les plus discrètes sont découvertes. Dès lors, la survie ne dépend plus du silence, mais de la transformation. Et cette transformation a été trop lente. Coffin Cheaters, MC,
des vétérans dans un monde qui a évolué. Le club de motards. Coffin Cheaters occupait une place à part dans l'écosystème motard australien. Fondé par des vétérans de l'armée, il a bâti son identité sur la discipline, la hiérarchie et un sens aigu de l'ordre. Contrairement aux groupes plus jeunes ou plus chaotiques, les Coffin Cheaters privilégiaient la structure. Les ordres étaient clairs et les comportements réglementés. Pendant des années, cette organisation de type militaire a protégé le club de l'instabilité qui affectait d'autres. Cette discipline se traduisait par la retenue. Les Coffin Cheaters évitaient les conflits inutiles et les spectacles publics. Leurs membres comprenaient les conséquences de leurs actes et préféraient la maîtrise au chaos. Cette approche leur a permis d'opérer discrètement, loin du tumulte des clubs plus bruyants, et de se forger une réputation de professionnalisme et de calme. Dans un milieu marqué par la bravade, leur sérénité était un atout précieux. La peur ne provenait pas de l'imprévisibilité, mais de la certitude. Cependant, la discipline seule ne pouvait enrayer les changements environnementaux. Avec le durcissement du cadre juridique australien, la structure même qui protégeait autrefois le club devint un handicap. Des chaînes de commandement claires simplifièrent dans les poursuites. Des rôles définis clarifièrent les responsabilités. Ce qui prévenait jadis les troubles fournissait désormais aux procureurs des récits précis de l'organisation et des intentions. La hiérarchie de type militaire s'adapte mal aux tribunaux conçus pour démanteler les structures de commandement. La technologie révéla des fossés générationnels. Nombre de membres anciens étaient issus d'époques où le silence était synonyme de survie. Les téléphones étaient des outils, non le prolongement de l'identité. Les jeunes associés, en revanche, vivaient différemment. Leurs habitudes numériques se heurtèrent aux anciennes règles. Des photos firent surface, des messages persistèrent. Même une présence en ligne limitée contredisait des décennies de prudence. Le club peinait à faire respecter ses traditions dans une culture qui normalisait l'enregistrement constant. La perception du public a également évolué. L'histoire des anciens combattants, autrefois respectée, a été progressivement transformée par les médias en contradiction. Les états de service ont été opposés aux accusations criminelles. La discipline a été assimilée à l'organisation, la loyauté à la conspiration. Le prestige symbolique de l'appartenance à l'armée a perdu de son efficacité dans une société moins encline à dissocier le passé du comportement. Le recrutement a ralenti, les identités se brouillant, les jeunes ne considéraient plus la discipline militaire comme un idéal. Le romantisme de la structure a cédé la place à la flexibilité et à la discrétion. Intégrer un groupe très organisé signifiait accepter d'être sous surveillance constante. Le rapport coût-bénéfice a changé. La fierté ne pouvait plus compenser les longues peines et la surveillance permanente. La pression financière s'intensifia insidieusement. La taille réduite des Coffin Cheaters limita la diversification de leurs revenus. Les saisies d'actifs, même ciblées, eurent un impact considérable. Les frais juridiques épuisèrent les ressources collectives. La discipline retarda l'effondrement, mais elle ne put créer de nouvelles sources de revenus sous la pression. La stabilité fit place à la stagnation à mesure que les opportunités se raréfiaient. La direction fut confrontée à des choix difficiles. L'adaptation risquait de saper l'identité même du club. Moderniser la communication remettait en question les anciennes valeurs. Réduire la hiérarchie affaiblissait le contrôle. Maintenir la tradition assurait la continuité, mais limitait l'évolution. Le club choisit la préservation plutôt que la transformation, croyant que la pérennité était en soi un succès. Avec le temps, la pérennité se mua en érosion. Les sections vieillirent. L'activité diminua. L'influence recula sans confrontation. Les Coffin Cheaters ne s'effondrèrent pas de façon spectaculaire. Ils devinrent simplement plus discrets,
plus petits et moins influents. Leur discipline les maintint unis, mais être uni ne signifie pas être puissant. Nomads MC. Mouvement sans abri. Le club de motards. Nomads a bâti son identité sur la mobilité. Contrairement aux clubs ancrés dans des locaux fixes et des territoires bien visibles, les nomades privilégiaient le mouvement. Les sections changèrent d'emplacement. Les réunions changèrent de lieu. La présence était volontairement temporaire. Cette approche fluide réduisait l'exposition et mettait à mal les méthodes policières traditionnelles qui reposaient sur des cibles fixes. Pendant des années, les nomades ont survécu en ne restant jamais assez longtemps pour être appréhendés. La mobilité créait un sentiment de liberté au sein du club. Les membres appréciaient l'absence d'infrastructures permanentes, y voyant une protection contre les saisies de biens et la surveillance. Sans locaux bien visibles, il y avait moins d'endroits évidents à surveiller, moins de biens à geler, moins de symboles à détruire. Les nomades considéraient l'adaptabilité comme une protection en soi. Si la pression augmentait dans une zone, ils déménageaient. Si l'attention se portait sur eux, ils se dispersaient. L'absence d'espace centralisé a fragilisé la cohésion interne. Faute de points de rencontre fixe, la communication s'est essentiellement faite par voie numérique. Cette dépendance a engendré une accumulation de traces numériques. Les messages ont remplacé les échanges directs. La coordination s'est faite par enregistrement plutôt que par mémorisation. Les nomades ont troqué l'invisibilité physique contre des traces numériques, un échange qui favorisait les enquêteurs suffisamment patients pour reconstituer le puzzle. Le recrutement s'en est également trouvé affecté. Les nouveaux membres peinaient à trouver leur place dans une structure en perpétuelle mutation. Le sentiment d'appartenance était éphémère. L'identité semblait diluée. D'autres clubs offraient des territoires délimités, des hiérarchies claires et des symboles tangibles de pouvoir. Les nomades proposaient le mouvement et l'incertitude. Pour certains, c'était séduisant. Pour la plupart, cela ne justifiait pas le risque encouru. L'organisation financière est devenue de plus en plus complexe. La mobilité a compliqué la génération de revenus. Sans structure stable ni opération à long terme, les flux de revenus ont fluctué. Les gains à court terme ont remplacé les systèmes durables. Lorsqu'une transaction était interrompue par les forces de l'ordre, la marge de manœuvre était très réduite. Les saisies d'actifs étaient d'autant plus dévastatrices que les actifs étaient déjà minimes. La survie exigeait un mouvement constant, mais ce mouvement épuisait les ressources. La direction a dû relever des défis inédits. Maintenir la discipline au sein d'un réseau mobile est difficile. Les normes variaient. La mise en œuvre des décisions était plus longue. Les sections ont développé des habitudes indépendantes. L'unité s'est affaiblie avec la distance. La décentralisation même, qui protégeait autrefois les nomades d'un effondrement collectif, a commencé à éroder leur identité d'organisation unifiée. L'opinion publique s'estompa plutôt qu'elle ne s'intensifia. Les nomades faisaient rarement la une des journaux, mais l'absence de couverture médiatique n'était pas synonyme de puissance. L'influence repose sur la reconnaissance. À mesure que leur visibilité diminuait, leur pertinence diminuait également. La peur s'estompa discrètement. Les entreprises cessèrent de réagir. Les rivaux se désintéressèrent du club. Ce dernier devint une rumeur plutôt qu'une réalité. Les forces de l'ordre s'adaptèrent en conséquence. Au lieu de traquer les lieux, elles suivirent les individus. Leurs déplacements furent analysés au fil du temps. La mobilité devint prévisible par la répétition. Les nomades n'étaient pas arrêtés parce qu'ils restaient immobiles, mais parce que leurs déplacements pouvaient être cartographiés. La liberté de mouvement devint une donnée. Avec le temps, l'épuisement s'installa. Les déménagements constants mettent les membres à rude épreuve, physiquement et financièrement.
Les plus âgés ralentirent le rythme. Les plus jeunes s'interrogèrent sur leur longévité. Sans infrastructure stable, le vieillissement engendra la vulnérabilité. Les problèmes de santé, les pressions familiales et la lassitude juridique réduisirent leur volonté de rester mobiles indéfiniment. L'attrition s'ensuivit, non seulement par les arrestations, mais aussi par le retrait progressif des membres. Le club de motards nomades illustre une limite cruciale de l'adaptabilité. Le mouvement retarde la confrontation, mais ne l'élimine pas. Dans un monde connecté, les déplacements sont aussi facilement repérables que la localisation. Les stratégies de survie fondées sur l'évitement doivent évoluer plus vite que les systèmes qui les traquent. L'approche des nomades leur permit de gagner du temps, mais le temps révéla aussi leur schéma de comportement. Gladiators MAC. La force qui a refusé d'évoluer. Le club de motards, Gladiators, a bâti sa réputation sur sa présence physique. Dès ses débuts, il a fait de la force brute sa principale force. Taille, agressivité et propension à l'affrontement ont défini son identité. Là où d'autres s'appuyaient sur la légende ou la tradition, les gladiateurs misaient sur l'immédiateté. Si la peur était nécessaire, elle était instillée directement. Cette approche a permis de s'imposer rapidement, notamment dans des milieux où l'intimidation avait encore du poids. Leur premier succès reposait sur la simplicité. Les gladiators ne se sont ni surétendus, ni surcompliqués. Un territoire bien délimité, des membres visibles et une réaction rapide aux menaces leur ont permis d'exercer une domination locale. Leurs membres ont cultivé leur réputation, individuellement et collectivement. Cela a renforcé la loyauté interne et la prudence externe. Pendant un temps, la force seule suffisait à dissuader toute ingérence. Les problèmes étaient réglés avant qu'ils ne dégénèrent. Mais la domination physique vieillit mal. Avec l'évolution des stratégies de maintien de l'ordre, la force a perdu de son efficacité face à des systèmes conçus pour neutraliser la confrontation sans l'engager. La police n'avait plus besoin de répondre à la force par la force. Elle s'appuyait sur la planification, la surveillance et le timing. La propension des gladiateurs au conflit est devenue superflue lorsque le conflit a été totalement évité. Les arrestations se déroulaient discrètement, loin des rassemblements du club, à des moments choisis pour le contrôle plutôt que pour le spectacle. La technologie a accentué ce déséquilibre. La force repose sur la présence, mais la présence est devenue traçable. Les véhicules étaient fichés, les fréquentations étaient enregistrées, les déplacements étaient prévisibles. L'importance accordée par le club à la présence physique a créé des schémas fiables. Les enquêteurs n'avaient même plus besoin d'informateurs lorsque le comportement lui-même parlait de lui-même. La constance des gladiateurs, autrefois signe de discipline, est devenue une feuille de route. En interne, la culture résistait au changement. L'adaptation était perçue comme une faiblesse. La prudence était confondue avec la peur. Les jeunes membres étaient incités à perpétuer la tradition plutôt qu'à la remettre en question. Cette rigidité décourageait la réflexion stratégique. Face à la pression croissante, la réaction était systématiquement la confrontation, même contre-productive. Chaque réaction confortait les préjugés liés à l'application de la loi. La viabilité financière s'en trouva compromise. L'intimidation physique ne se prête guère à la génération de revenus modernes, soumise à un examen minutieux. Les sources de revenus se sont réduites. Les opportunités se sont raréfiées. Les saisies d'actifs ont rapidement perturbé les opérations, faute de réserves suffisantes. Sans diversification des revenus, la loyauté s'est affaiblie. Les membres ont commencé à évaluer les risques face à la diminution des rendements. La force sans stabilité ne pouvait maintenir l'engagement. Le discours médiatique a accentué le déclin.
Les reportages présentaient les gladiateurs comme des vestiges du passé. Puissants, certes, mais dépassés. Les arrestations étaient perçues comme des événements prévisibles, plutôt que comme des faits marquants. Cette vision a dépouillé l'intimidation de son aura. La peur se nourrit d'incertitude. Dès lors que les résultats semblent inévitables, la peur perd de son efficacité. Les gladiateurs sont devenus connus non pour leur domination, mais pour leur résistance au changement. La direction était en proie à une crise d'identité. Évoluer signifiait abandonner les traits mêmes qui définissaient le club. Rester inchangé, c'était accélérer son déclin. Le club a choisi la préservation plutôt que la transformation, persuadé que l'endurance l'emporterait sur la pression. Mais l'endurance sans adaptation est statique. Tandis que les systèmes évoluaient, les gladiateurs ont tenu bon et le sol s'est dérobé sous leurs pieds. Le recrutement ralentit. Les membres potentiels percevaient le risque en l'absence d'innovation. D'autres clubs, au moins, privilégièrent la discrétion ou une approche numérique. Les Gladiators offraient tradition et confrontation dans un monde qui punissait les deux. Les jeunes générations, élevées dans des environnements où le pouvoir est subtil et l'influence invisible, étaient peu attirées par une domination ostentatoire. Le nombre de membres stagna, puis diminua. Avec le temps, le club se contracta discrètement. Son territoire se réduisit, son activité diminua. Les confrontations devinrent rares, non par retenue, mais par nécessité. La force demeurait, mais les occasions de l'utiliser s'évanouirent. Les gladiateurs ne s'effondrèrent, pas lors d'un affrontement spectaculaire. Ils furent dépassés par un environnement qui ne valorisait plus ce qu'ils proposaient. La leçon de leur déclin est sans appel. Un pouvoir fondé uniquement sur la force physique ne peut survivre à un changement systémique. Lorsque les règles, la technologie et la perception du public évoluent, la force doit être redéfinie. Le club de motards des gladiators resta fidèle à une forme de pouvoir qui avait jadis fonctionné, persuadé qu'elle fonctionnerait à nouveau. Ce ne fut pas le cas. Finalement, le refus d'évoluer s'avéra plus dommageable que n'importe quelle force extérieure. Les gladiateurs n'ont pas été vaincus par leurs rivaux ni submergés par le nombre. Ils ont été contournés. Dans un monde qui neutralise la confrontation avant même qu'elle ne commence, la force brute devient un bruit de fond. Et le bruit, aussi fort soit-il, finit par s'estomper quand plus personne n'a besoin de l'écouter. Black Uhlans, MC, l'élitisme sous un microscope. Le club de motards des Black Uhlans cultivait l'exclusivité comme source de pouvoir. L'adhésion était sélective, le nombre de membres limité et l'image soigneusement travaillée. Contrairement aux clubs recrutant en masse, les Black Uhlans se positionnaient comme une élite disciplinée, réfléchie et isolée. La rareté renforçait le mystère. Moins de membres signifiait moins de fuites. Moins de sections signifiait moins de cibles. Pendant un temps, l'élitisme a servi de camouflage. Leurs opérations privilégiaient la précision à la quantité. Les activités étaient pas compartimentées et les rôles clairement définis. Le club évitait les démonstrations ostentatoires, susceptibles d'attirer l'attention. Cette discrétion créait une aura de compétence qui décourageait toute ingérence. Là où d'autres cherchaient à dominer par leur présence, les Black Uhlans misaient sur leur réputation. Le principe était simple. Si vous saviez, vous saviez. Si vous ne saviez pas, vous n'étiez pas censé le savoir. Mais l'exclusivité engendre la traçabilité. Les petits cercles sont plus faciles à cartographier une fois identifiés. Avec l'amélioration des méthodes de renseignement, la structure rigide des Black Uhlans devint limpide. Les associations se répétaient, les réunions se coordonnaient, les déplacements se chevauchaient.
Ce qui paraissait autrefois discret révélait une certaine cohérence, et la cohérence, lorsqu'elle est observée suffisamment longtemps, attire l'attention. Le microscope n'a pas besoin de foule, il a besoin de clarté. La technologie a sapé la sélectivité. Même les membres les plus consciencieux généraient des métadonnées. Les appels reliaient les mêmes nœuds. Les véhicules empruntaient les mêmes itinéraires. Les transactions financières associaient des noms familiers. Les enquêteurs n'avaient pas besoin de surveillance de masse. Ils avaient besoin de patience. Au fil du temps, les fragments s'assemblaient pour former des images complètes. L'élitisme réduisait le bruit, mais aussi l'ambiguïté, et l'ambiguïté est une protection. Les cadres juridiques ont amplifié l'exposition. Les lois sur le complot ne tiennent pas compte de la taille. Elles s'intéressent à la coordination. Des chaînes claires et des rôles définis ont simplifié les poursuites. La précision dans l'exécution se traduisait par une précision devant les tribunaux. La discipline même qui prévenait le chaos fournissait des récits d'intention. Ce qui était censé minimiser les risques a en réalité clarifié les responsabilités. La perception du public a évolué discrètement. Les Black Hooligans faisaient rarement la une des journaux, mais lorsqu'ils y apparaissaient, la couverture médiatique privilégiait l'organisation et la détermination plutôt que le spectacle. Ce changement de perspective a dissipé le prestige. L'élite ne rimait plus avec intouchabilité, mais avec détermination. Or, les actions délibérées ont des conséquences plus lourdes. L'image du club s'est trouvée associée à l'inévitabilité plutôt qu'à la peur. Le recrutement a ralenti à mesure que les barrières se multipliaient. La sélectivité limitait le renouvellement des effectifs. Les jeunes espoirs, privilégiant l'exclusivité à la visibilité, ont opté pour la distance. Une identité d'élite n'est attrayante que si les avantages sont clairement définis. Sous une pression constante, les avantages ont diminué, tandis que les coûts restaient fixes. Faute d'envergure, les départs ont eu un impact plus important. Chaque perte réduisait les capacités de manière disproportionnée. La résilience financière s'est affaiblie. Les réseaux plus restreints manquent de redondance. Lorsque des actifs ont été ciblés, la reprise a été plus lente. Les frais juridiques ont absorbé les réserves. Les opportunités se sont raréfiées. La précision exige des ressources. Les ressources exigent un flux constant. À mesure que ce flux s'est restreint, les opérations se sont contractées. L'élitisme n'a pas permis de créer des zones de sécurité là où il n'y en avait pas. La direction était confrontée à des choix difficiles. L'expansion menaçait l'identité. Le repli menaçait la pertinence. Le maintien du statu quo a préservé l'image, mais a accéléré le déclin. L'adaptation risquait de diluer l'influence. Le club a privilégié le contrôle à la croissance, croyant que la discrétion lui permettrait de résister à l'examen minutieux. Mais l'examen minutieux était systémique, non réactif. Attendre que les choses se passent n'était pas une stratégie. Odin's Warriors, MC. La mythologie comme armure, les données comme armes. Le club de motards. Odin's Warriors s'était drapé de symbolisme. L'imagerie nordique, une identité ritualisée et un langage mythique formaient un bouclier autour de ces activités. Il ne s'agissait pas seulement d'esthétique, mais aussi de stratégie. Le mythe crée une distance, il confère une signification codée aux actions ordinaires et dissuade les étrangers qui n'en comprennent pas le contexte. Pendant un temps, cette armure symbolique a fonctionné. Le club paraissait soudé, déterminé et difficile à infiltrer. Les rituels renforçaient les liens internes. Les symboles consolidaient la hiérarchie. La mythologie partagée offrait aux membres un sentiment de destinée qui dépassait le profit ou la conquête territoriale. Cette cohésion réduisait les fuites accidentelles et décourageait les comportements impulsifs.
Les Odin's Warriors privilégiaient la discrétion. Leur visibilité était maîtrisée. Leur présence était intentionnelle. Leurs opérations privilégiaient la patience à la provocation, permettant au club d'exister sans attirer constamment l'attention. L'exposition contrôlée du club a instauré des rythmes prévisibles. Les réunions s'alignaient sur des calendriers rituels. Les voyages coïncidaient avec des événements symboliques. Ces constances, significatives en interne, sont devenues des repères externes. Les enquêteurs n'avaient pas besoin de comprendre la mythologie. Il leur suffisait d'observer la répétition. Ce qui était perçu comme sacré est devenu programmé. Ce qui était perçu comme privé est devenu traçable. La technologie a introduit des contradictions. Le mythe encourage l'intemporalité, mais les archives numériques sont permanentes. Les images partagées pour une affirmation interne ont persisté au-delà des publics initialement visés. Les messages destinés à renforcer la loyauté étaient archivés automatiquement. La culture rigoureuse du club a réduit le volume des communications, mais accru leur clarté. Moins de communication signifiait que chacune avait plus d'impact. La précision a renforcé les preuves. La perception du public a subtilement évolué. La couverture médiatique a présenté le club moins comme énigmatique et plus comme délibéré. Le symbolisme s'est traduit par une organisation. L'organisation impliquait une planification. La planification impliquait une intention. Ce recadrage a éliminé le mystère et l'a remplacé par un récit à charge. Le mythe a perdu de son pouvoir lorsqu'il a été expliqué clairement. Le recrutement a ralenti à mesure que la barrière symbolique s'élevait. Le mythe attire ceux qui cherchent du sens, mais il repousse aussi ceux qui recherchent la flexibilité. Les jeunes espoirs, à l'aise avec les réalités numériques, ont compris que l'identité symbolique ne protège pas des conséquences juridiques. L'engagement semblait irréversible, partir paraissait coûteux. Beaucoup ont préféré la distance à la dévotion. Des contraintes financières sont apparues discrètement. Le rituel ne génère pas de revenus. Des opérations contrôlées ont limité la diversification. Le ciblage des actifs, même sélectifs, a perturbé la stabilité. Les frais juridiques se sont accumulés. Sans envergure ni flexibilité, la reprise a été lente. Le rythme mesuré du club, autrefois un avantage, a retardé son adaptation aux contraintes croissantes. La direction était confrontée à un dilemme identitaire. Moderniser risquait de diluer le mythe. Préserver le mythe risquait de le rendre obsolète. Modifier les pratiques de communication a remis en question les normes rituelles. Réduire les rassemblements symboliques a affaibli la cohésion. Le club a choisi la préservation, misant sur le fait que la discipline et le sens résisteraient à la pression. Mais la pression n'était pas culturelle, elle était systémique. À mesure que les forces de l'ordre se sont perfectionnées, le symbolisme est devenu un contexte exploitable plutôt qu'un camouflage. Les analystes ont établi des liens entre les événements, les lieux et les participants, sans s'intéresser au récit lui-même. L'histoire du club importait moins que son influence. La mythologie assurait la cohésion, mais ne pouvait réduire la visibilité dans un environnement interconnecté. Avec le temps, l'influence s'est restreinte. Les activités sont devenues plus prudentes. Les rituels ont perdu de leur ampleur. La présence du club s'est estompée dans la conscience collective. Le club ne s'est pas fracturé de manière spectaculaire. Il s'est condensé. La dévotion est restée au sein d'un noyau restreint, mais son rayonnement a diminué. Le mythe a préservé l'identité, non le pouvoir. Le déclin d'Odin's Warriors MC illustre une vérité moderne. Les histoires unissent les gens, mais les données unifient les dossiers. L'armure symbolique protège des malentendus, non de l'observation. À une époque où les systèmes privilégient la corrélation au détriment du sens,
La mythologie ne peut rivaliser avec la mesure. Le club a perduré en croyant en son histoire, mais la survie aujourd'hui exige plus que la croyance. Lorsque les données deviennent le langage dominant, même les mythes les plus soigneusement élaborés perdent leur avantage protecteur. Red Devils, MC, vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Le club de motards des Red Devils n'a jamais recherché la notoriété. Son identité reposait sur l'alliance, plutôt que sur la domination, sur la loyauté, plutôt que sur le leadership. Fonctionnant comme un club de soutien, son pouvoir provenait de sa proximité avec des clubs plus influents, et non d'un contrôle indépendant. Cet arrangement lui offrait protection et raison d'être, mais il imposait aussi des limites. Vivre dans l'ombre d'un autre club n'offre un abri que tant que cette ombre persiste. Pendant des années, cette relation a fonctionné. Les Red Devils bénéficiaient de cette association sans s'exposer pleinement. Leurs activités étaient plus ciblées, leur visibilité moindre. Ils géraient la logistique, la communication et leur présence de manière à éviter les confrontations directes. Ce rôle de soutien atténuait les rivalités et simplifiait leur survie. L'influence s'exerçait indirectement, permettant au club d'exister sans provoquer de pression systémique. La technologie a accéléré cette exposition. Les événements partagés, les déplacements coordonnés et les communications convergentes ont estompé la frontière entre les rôles principaux et les rôles de soutien. Les messages à visée logistique révélaient l'alignement. Les photos censées témoigner de la loyauté démontraient l'appartenance. La fonction de lien social du club est devenue son plus grand handicap. Le soutien est invisible uniquement lorsque les systèmes ne peuvent pas visualiser les réseaux. Une fois les réseaux cartographiés, le soutien devient structure. L'identité interne en a souffert. Les membres se sont interrogés sur le sens de leur action lorsque la protection s'est affaiblie. La loyauté envers un autre club offrait moins d'avantages sous la pression. Les risques ont augmenté tandis que l'autonomie restait limitée. Sans identité ni territoire propre, les Diables Rouges ont peiné à se redéfinir. La transformation exigeait la séparation, mais la séparation menaçait leur survie. Cette tension a freiné l'adaptation. Le recrutement a fortement ralenti. Les nouveaux venus ont perçu un déséquilibre, responsabilité sans récompense. Rejoindre un club de soutien signifiait hériter d'un contrôle sans pouvoir décisionnel, dans un contexte où même les clubs principaux étaient en déclin. L'affiliation à un club secondaire a perdu de son attrait. Le nombre de membres a stagné. Le vieillissement des adhérents a accentué la vulnérabilité. Sans 109, la résilience a diminué. Les contraintes financières ont aggravé le problème. Les rôles de soutien contrôlent rarement les sources de revenus. Les revenus dépendaient d'accords vulnérables aux perturbations. Lorsque les organisations principales ont subi des pressions, les flux financiers se sont resserrés dans tout le réseau. Les saisies d'actifs et les frais juridiques en amont ont eu un effet domino. Les Red Devils ont encaissé le choc sans aucune réserve. Le discours public a transformé le club en une extension plutôt qu'en une entité à part entière. La couverture médiatique a privilégié les liens aux actions, effaçant ainsi toute individualité. Perçu comme un simple nœud plutôt que comme un acteur, le club a perdu la maîtrise de son récit. La peur repose sur l'identité. Sans elle, la présence devient fortuite. La direction était confrontée à des choix difficiles. Affirmer son indépendance risquait des représailles et une exposition médiatique. Rester aligné garantissait une surveillance accrue. Le club a opté pour la prudence, réduisant sa visibilité et ses activités, mais cette réduction a encore davantage érodé sa pertinence. Le silence a préservé ses membres, mais a diminué son influence. Un club de soutien sans soutien actif devient inutile. Descendant MC.
un héritage sans avenir. Le club de motards. Descendant a bâti son identité sur la lignée. Son nom même évoquait l'héritage. Tradition transmise de génération en génération. Loyauté héritée. Statut acquis par la proximité de réseaux anciens et établis. Ce sentiment de continuité a conféré au club une légitimité précoce. Ses membres croyaient ne pas simplement rejoindre un groupe, mais s'inscrire dans une histoire qui les protégerait. L'héritage est devenu une armure, et pendant un temps, cette croyance s'est avérée juste. Les descendants agissaient avec une confiance tranquille. Ils n'ont pas cherché à s'étendre à tout prix, ni à se mettre constamment en avant. Leur stratégie reposait sur la patience et les relations, non sur le spectacle. Nombre de leurs membres avaient des liens de longue date avec le monde des motards, par la famille ou des relations, ce qui réduisait les conflits internes et renforçait la discipline. La confiance était innée. Les décisions étaient prudentes. L'exposition médiatique était limitée. Dans un écosystème instable, la stabilité était synonyme de force. Mais l'héritage peut devenir un plafond de verre. À mesure que les contrôles se sont durcis, les relations héritées sont devenues des pistes faciles à tracer. Les enquêteurs n'avaient pas besoin d'infiltrer le club. Ils suivaient les connexions déjà établies. Les liens familiaux, connus de longue date au sein de cette culture, ont été formalisés. Ce qui autrefois engendrait la confiance a désormais créé des réseaux prévisibles. La lignée, une fois cartographiée, est devenue un fardeau. La technologie a amplifié cet effet. L'accent mis par les descendants sur la continuité a engendré des schémas répétitifs, événements partagés, lieux récurrents, visages familiers au fil des décennies. Ces répétitions ont simplifié l'analyse. Même les traces numériques les plus minimes se sont alignées au fil du temps. La prudence du club a réduit le bruit ambiant tout en améliorant la clarté. Un nombre réduit de variables a facilité la modélisation des comportements. L'héritage n'a pas perturbé les systèmes conçus pour reconnaître la continuité. Des défis internes sont apparus avec l'évolution des réalités générationnelles. Les jeunes membres ont remis en question la valeur de l'obligation héritée. La loyauté ancrée dans l'histoire pesait lourd dans un monde offrant des alternatives sans risque d'héritage. La promesse de protection par la lignée s'est affaiblie à mesure que les preuves s'accumulaient que l'histoire attirait l'attention plutôt que de la détourner. L'engagement sans innovation a commencé à ressembler à une stagnation. Le recrutement a sensiblement ralenti. L'héritage est plus attrayant lorsqu'il mène quelque part. À mesure que les opportunités se réduisaient et que les conséquences devenaient plus claires, de moins en moins de candidats étaient prêts à hériter des problèmes. Les descendants ont dû faire face au vieillissement de leurs membres sans remplacement suffisant. L'âge apporte l'expérience, mais aussi la prudence et la contrainte. L'élan s'est essoufflé. La solidité financière s'est érodée insidieusement. L'approche conservatrice du club a limité sa diversification. Les sources de revenus traditionnelles ont été perturbées. Le ciblage des actifs, même sélectifs, a affecté la stabilité. Sans expansion dynamique ni modernisation des structures, la reprise a été lente. L'héritage a préservé l'ordre, mais n'a pas favorisé l'adaptabilité. L'opinion publique a redéfini le club comme un vestige plutôt que comme une force montante. Les médias ont mis l'accent sur la continuité avec les réseaux passés plutôt que sur l'influence actuelle. Les descendants étaient dépeints comme les échos d'une époque révolue, conservant la forme sans la fonction. La peur dépend du potentiel futur. Lorsqu'un groupe est perçu comme faisant partie de l'histoire, l'intimidation perd de son impact. La direction se trouvait face à un dilemme. Se réinventer risquait d'aliéner l'identité même qui cimentait le club. La préservation risquait de le rendre obsolète.
Les tentatives de changement progressif ont été trop lentes pour contrer la pression systémique. Le club a choisi la retenue, croyant que le temps stabiliserait la situation. Au lieu de cela, le temps a clarifié les choses. Au fil des ans, le repli a remplacé l'effondrement. Les activités ont diminué, la présence s'est estompée. Le club a conservé son nom, mais son influence s'est réduite. L'héritage a maintenu l'identité, mais n'a pas pu créer d'opportunités dans un environnement qui valorisait l'agilité. Ce qui ressemblait autrefois à un héritage s'est transformé en héritage de risque. Le déclin des descendants MC illustre un paradoxe fondamental. L'histoire confère la légitimité, mais elle crée aussi une traçabilité. Dans un système interconnecté, la lignée n'est pas un bouclier, c'est une carte. Les organisations fondées sur la continuité doivent évoluer plus vite que les systèmes qui les documentent. Les descendants ont fidèlement honoré leur passé. Mais la loyauté envers hier ne garantit pas une place demain. Lorsque l'héritage devient le principal atout, l'avenir s'éloigne insidieusement. Outlaws MC, portée mondiale, résistance locale. Le club de motards, Outlaws débarqua en Australie auréolé d'une réputation et d'ambition internationale. Son nom promettait expansion, structure et un modèle éprouvé importé d'outre-mer. Son rayonnement mondial laissait présager une grande résilience. Ses relations impliquaient une protection. Pendant un temps, cette confiance se traduisit par un élan considérable. Des sections se formèrent rapidement. Le recrutement reposait sur la notoriété de la marque. Les Outlaws étaient convaincus que leur envergure et leur expérience permettraient de surmonter les résistances locales. Leurs premières opérations furent axées sur la reproduction à l'identique. Les rituels, hiérarchies et règles établies furent transplantés avec un minimum d'adaptation. Cette uniformité créa une cohésion transfrontalière, mais limita également la prise en compte des réalités locales. Le paysage des motards australiens était déjà façonné par des décennies de répression et d'adaptation. Les Outlaws n'entraient pas dans un espace non réglementé. Ils pénétraient dans un environnement durci, capable de déceler immédiatement les schémas de conduite. La connectivité mondiale est devenue une arme à double tranchant. Les liens internationaux ont attiré l'attention de multiples agences. Le partage de renseignements ne s'arrêtait plus aux frontières. Ce qui, autrefois, offrait une protection grâce à la distance, multipliait désormais les contrôles. Les communications reliant les sections à l'étranger ont créé des pistes transnationales. Les enquêtes se sont élargies, au lieu de se restreindre. La force numérique des Outlaws est devenue un réseau visible au-delà des juridictions. La technologie a intensifié l'exposition. Les communications transfrontalières ont généré des métadonnées qui reliaient les membres locaux à des personnalités internationales. Les transferts financiers ont éveillé les soupçons. Les historiques de voyage concordaient. L'identité mondiale du club, censée dissuader toute ingérence, a au contraire justifié une surveillance accrue. Les autorités ont traité l'organisation comme une entité unique, plutôt que comme des sections isolées. Le pouvoir discrétionnaire local a été supplanté par le contexte international. L'adaptation interne s'est avérée difficile. Les règles importées ne correspondaient pas toujours aux réalités australiennes. Des frictions culturelles sont apparues entre les attentes et leur application. Les membres, habitués aux normes locales, ont trouvé les structures rigides, contraignantes. La direction était confrontée à un dilemme: maintenir une cohérence globale tout en répondant aux pressions locales. Cette tension a ralenti la prise de décision et dilué l'autorité. Le recrutement s'est enrayé lorsque les conséquences sont devenues visibles. Les candidats potentiels devaient choisir entre prestige et visibilité. Rejoindre un club mondialement reconnu promettait un certain statut, mais garantissait aussi l'attention.
Dans un contexte où l'anonymat était de plus en plus synonyme de sécurité, la notoriété a perdu de son attrait. Le nombre de membres s'est stabilisé, puis a diminué. L'attrition a dépassé le renouvellement. Les difficultés financières ont révélé une faiblesse structurelle. L'affiliation mondiale ne garantissait pas les revenus locaux. Les saisies d'actifs ont rapidement perturbé les opérations. Les frais juridiques se sont accumulés dans différentes juridictions. Les fonds détournés vers la défense ont réduit les investissements dans la croissance. Sans protection financière, les sections sont devenues prudentes. La prudence a réduit l'activité. La réduction de l'activité a encore réduit les revenus. Le cercle vicieux s'est resserré. L'opinion publique a redéfini les outlaws, les présentant comme un groupe importé plutôt qu'intégré. Les médias ont mis l'accent sur l'influence étrangère et l'expansion organisée. Cette vision a justifié une répression brutale et une diminution de la sympathie. La peur est liée au sentiment d'appartenance. Lorsqu'un groupe est perçu comme extérieur, la résistance s'intensifie. Les communautés ont coopéré. Les entreprises ont pris leur distance. Les outlaws ont perdu leur influence locale. La direction a tenté de se réorienter. La visibilité a diminué. Les opérations se sont faites plus discrètes. Mais la marque elle-même a assuré un suivi constant. La reconnaissance mondiale ne peut être ignorée localement. Le club ne pouvait pas effacer sa notoriété. L'adaptation a été tardive et incomplète, contrainte par la nécessité de se conformer à une identité internationale. Avec le temps, la contraction a remplacé la conquête. Les sections se sont consolidées. L'influence s'est réduite. Les outlaws n'ont pas disparu, mais leur croissance s'est arrêtée. La présence est devenue un maintien plutôt qu'une expansion. La survie exigeait de minimiser les risques plutôt que d'affirmer son pouvoir. La promesse d'une domination mondiale a cédé la place à une survie locale. Le gang de motards outlaws illustre les limites de l'échelle dans un monde interconnecté. La portée mondiale ne multiplie les opportunités que lorsque les systèmes sont fragmentés. Lorsque les systèmes se coordonnent, la portée multiplie la visibilité. La force importée doit s'adapter, sous peine d'être neutralisée par des environnements qui la comprennent mieux qu'elle ne les comprend. Finalement, les outlaws n'ont pas été vaincus par un seul rival ou une seule loi. Ils ont été freinés par des frictions, entre ambition mondiale et réalité locale, entre reconnaissance et anonymat, entre identité et adaptabilité. Leur chute n'a pas été spectaculaire, mais procédurale. Dans l'Australie moderne, le pouvoir appartient à ceux qui se fondent dans la masse, non à ceux qui crient sur tous les toits. Les outlaws ont annoncé leur arrivée. Le système a réagi. Et une fois que la réaction devient une routine, même les plus grands noms apprennent qu'une portée sans retenue n'est pas synonyme de domination, mais de visibilité qu'il faut gérer.